Donc tout d'abord, un grand merci à Finance Innovation pour l'organisation de l'événement et plus spécifiquement pour nous permettre d'échanger ce soir autour de la finance inclusive et des paiements, qui est la première brique quand même ultra nécessaire pour pouvoir rentrer dans cet univers. Et pour en débattre ce soir, on a 4 intervenants qui vont évoquer différents sujets avec vous. Donc on va commencer par le groupe Nickel avec Nicolas Moreau. Je vous laisserai plus l'occasion par la suite de vous présenter vos offres et vos sociétés. Nous aurons aussi Olivier Gène, qui est directeur général d'Uniskip, Julien Delamorte, CEO d'Ansom, et puis Xavier Vasselin, qui est responsable du Lab Paiement, du Crédit Agricole Payment Services. Donc pour débuter, je vous propose tout d'abord qu'on se concentre un peu sur ce que sont les paiements inclusifs, en quoi on peut construire une offre et qu'est-ce qui motive à rentrer sur ce secteur-là. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? Bonjour à tous. Alors Nicolas Moreau, j'étais responsable du développement, maintenant je suis Chief of Staff de Nickel. Alors je ne sais pas, peut-être un petit récap quand même sur Nickel. Nickel a été créé il y a 8 ans par 4 cofondateurs assez différents les uns des autres. Il y en avait un qui était porte-parole de la Société Générale pendant l'affaire Kerviel, donc qui connaissait pas mal le secteur bancaire. Il y en avait un autre qui avait créé quelques boîtes, dont une qui s'était plantée et il s'était retrouvé interdit bancaire. Donc il connaissait aussi le secteur bancaire, mais un peu moins favorablement peut-être. Et voilà, donc 4 cofondateurs qui s'associent et qui créent quelque chose. Et initialement, on devait s'appeler No Bank. Alors un peu avec cette idée de se dire on veut changer quelques petits trucs un peu sur le secteur traditionnel. Et puis finalement, on s'est appelé Compte Nickel, qui était un peu plus sympa. Et puis plus récemment, Nickel. Voilà. Et donc peut-être sur Nickel, qu'est-ce que c'est ? Donc Nickel est une fintech qui propose des comptes courants. On propose des comptes courants qui ont pour vocation d'être ouverts à tous. Et voilà, donc c'est des comptes courants assez classiques avec une carte Mastercard, avec un RIB, voilà. Donc on peut payer dans des commerces, on peut retirer de l'argent dans des distributeurs. Le truc est assez classique, assez standard. Mais il y a quand même quelques grosses spécificités qui font qu'on est peut-être assez différent d'autres solutions. La première grosse différence, c'est qu'on a fonctionné tout de suite sur de l'interrogation systématique, sur du temps réel, ce qui a permis de ne pas avoir de découvert. Et cette absence de découvert, en fait, a vraiment shifté un peu le paradigme, où on était vraiment au début dans une logique potentiellement un peu le secteur était dans une logique de risque-crédit, donc de se dire est-ce que la personne à qui j'ouvre le compte est risquée ou pas. Et là, on a un peu shifté le truc sur plutôt une logique de grande conso, donc avec une logique assez différente. Donc ça, c'est une vraie première spécificité. Et puis on a d'autres spécificités, évidemment. Une autre qui est assez intéressante et qui surprend un peu parfois, c'est qu'on est distribué chez les buralistes. Donc on a un réseau de 6400 points de distribution. Et donc pour ouvrir un compte chez Nickel, il faut se rendre chez le buraliste physiquement. Voilà, ce qui est assez original de prime abord. Voilà. Et puis après, on a quelques différences notables. On ne demande pas de justificatif de domicile, par exemple, à l'ouverture du compte. Donc on a pas mal de personnes qui sont hébergées. On a un système aussi de SMS banking, où par exemple, donc on a une appli qui est hyper aboutie, etc. Mais on a aussi un système de SMS où on peut envoyer solde au 38 063. Et donc instantanément, on sait combien on a sur son compte. Donc voilà, donc on peut, même avec un Nokia un peu de base, 3310, on peut utiliser son compte au quotidien. Voilà. Donc on a pas mal de petites différences qui nous positionnent un petit peu différemment. Et peut-être pour finir là-dessus, mais à date, on a ouvert à peu près 2 400 000 comptes depuis 8 ans, avec une tendance qui continue de s'accélérer. On en ouvre à peu près 45 000 par mois à peu près en ce moment. Donc ça fait 1500 par jour. Donc on imagine 1500 personnes qui se rendent chez le buraliste tous les jours pour ouvrir un compte. Voilà, on trouve ça assez chouette. Donc on comprend bien que dans votre offre, ce qui va primer, c'est le caractère universel, le fait de rendre de l'accessibilité à tous. Et rappelons que l'offre, avant tout, de proposer de la finance inclusive, c'est le fait de ne pas exclure une partie de la population. Ça, on retrouve ces caractéristiques dans l'offre Nickel. Côté Ansom, comment on retrouve ces grandes caractéristiques et qu'est-ce qui fait pour toi qu'une offre devient inclusive, qu'un produit, qu'un service devient inclusif ?
Donc du coup, côté Ensom, nous en effet, on travaille un peu plus sur un côté inclusif sur la personne en situation de handicap, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que pour cette population, elle était exclue du système bancaire, parce que les moyens de paiement n'étaient pas forcément accessibles à cette population, et donc on a essayé d'innover dans cette démarche-là, et essayer de rendre un petit peu plus d'inclusivité pour cette population. Et donc nous, on a un pan un peu moins généraliste que Nickel, mais un peu plus de niche, telles que les personnes en situation de handicap, avec un premier axe, les déficients visuels. Tu peux nous expliquer un peu plus en quoi consiste votre offre ? Oui, bien sûr, oui, pardon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est que en fait notre offre de Ensom, en fait, c'est qu'on a travaillé sur le premier moyen de paiement accessible aux personnes en situation de handicap déficient visuel. On s'est rendu compte que 9 déficients visuels sur 10 avaient déjà été victimes de fraude, arnaque, erreur ou erreur chez un commerçant lors d'un paiement, parce qu'il n'a pas accès aux informations qui est écrites sur le TPE. Nous, quand on va payer, on lit ce qui est écrit sur le TPE et ensuite on tape notre code. Il faut savoir qu'un déficient visuel, en général, tape son code à l'aveugle. Et donc, avec notre solution de carte connectée qui va oraliser tout le protocole, ça va être transmis directement sur le smartphone et on va pouvoir oraliser. Du coup, un déficient visuel va pouvoir entendre ce que nous, on peut lire sur le TPE. Et c'est ça, en fait, notre solution que nous avons développée aujourd'hui. Et on se rend compte que cette solution, qui était assez travaillée pour la population de déficience visuelle dans un premier temps, va permettre aussi d'ouvrir des pans un peu plus larges, comme par exemple le déficient moteur avec un fauteuil roulant un peu plus bas que le niveau du TPE. Les personnes qui vont voyager aussi, puisqu'en fait, ils ne vont pas forcément comprendre ce qui est écrit sur le terminal de paiement étranger, par exemple en Chine, qui est écrit en mandarin, on va pouvoir l'avoir en traduction française. Donc du coup, ça va être valable aussi pour la diaspora qui viendra en France et qui ne parle pas forcément le français, d'avoir ça dans leur langue maternelle. Ça permet aussi aux dyslexiques d'avoir de l'oralisation plutôt que de faire des crises au niveau de la lecture sur le TPE. Enfin bref, donc on se rend compte que finalement, cet universalisme, en fait, ça devient en fait une inclusion universelle. C'est très clair. Alors, je crois que vous avez développé un partenariat avec le Crédit Agricole. Xavier, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le lab et puis nous expliquer vos travaux en cours ? Eh ben bonjour, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Oui, donc Xavier, moi je suis responsable du lab paiement chez Crédit Agricole Payment Services. Alors CAPS, pour ceux qui étaient là ce matin, c'est une petite redite, mais c'est l'entité de processing du groupe Crédit Agricole. Et puis il faut rappeler surtout que le groupe Crédit Agricole, c'est agir chaque jour dans l'intérêt de nos clients et de la société. Donc obligatoirement toute la partie, on va dire, inclusive et toute la partie, on va dire, banque universelle, on y travaille énormément. Et donc, quand je revois Julien qui arrive en 2019 avec sa solution, sa carte, son boîtier, où il fallait encore, je crois, un sac d'ordinateur pour arriver à apporter l'intégralité de sa solution, il m'a dit, en définitive, c'est hyper intéressant, je veux vraiment travailler sur les déficients visuels. J'ai une solution qui permet d'oraliser. Alors, j'ai regardé, ok, super, la sécurité là-dedans, comment est-ce que tu fais la connexion entre les deux ? Et il me fait, ça arrive, je vais avoir mes premiers protos dans 3 mois. 3 mois plus tard, je rappelle Julien, je lui dis, alors, t'en es où ? Il me dit, je commence à avoir un proto. Je dis, je vais le voir. Et donc, on a fait les instances en interne de CAPS, justement, pour voir est-ce qu'on pouvait lancer une expérimentation donc avec Normandie Seine. Et on a lancé donc, auprès de 2 clients de Normandie Seine cette utilisation donc, avec une application spécifique pour l'application Ensom, brandée Crédit Agricole Normandie Seine, avec la carte et comment est-ce qu'on peut justement travailler là-dessus. Donc, alors au départ, on en a quand même vraiment fait du test and learn ensemble, parce qu'on a démarré, on a mis 5-6 mois pour arriver à obtenir tout ce qui allait bien, de façon à ce que la solution marche bien. On a débugué ensemble complètement l'application, il faut vraiment voir. Du démarrage jusqu'à une solution aujourd'hui qui fonctionne, qui est aboutie et qui marche très très bien. Là, on est en train de finir une expérimentation, puisqu'elle va se terminer fin mars sur le sujet. Et après, derrière, on va pouvoir voir justement comment est-ce qu'on peut avancer, qu'est-ce qu'on peut encore améliorer, de façon à apporter à nos clients, quelque part, un produit abouti qui répond à leurs besoins. Okay, donc c'est très intéressant. On a exploré 2 solutions, 2 manières de répondre disons, pour éviter d'exclure des populations de la finance. Il y a d'autres cas dans d'autres pays. Olivier, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre solution et de comment vous luttez contre cette exclusion ? Alors, bonjour. Je suis ici depuis ce matin. Et puis depuis ce matin, j'entends beaucoup de personnes parler de déploiement
de développement aux États-Unis, en Asie, en Europe. Puis en fait, on n'entend pas parler de l'Afrique. Or, en fait, l'Afrique est un peu un berceau et puis un potentiel également hein, pour les opportunistes. Et à l'intérieur de l'Afrique, il y a aussi des personnes qui sont exclues, qui sont analphabètes et qui n'ont pas accès à des solutions simples pour pouvoir payer. Hein, parce qu'on parle de paiement, mais également pour pouvoir gérer, pour pouvoir être dans la prospective. Pour pouvoir stocker et anticiper pour ses enfants, quoi, hein, mettre de l'argent de côté pour ses enfants. Toutes ces solutions sont extrêmement complexes à mettre en place. Il y a des taux de bancarisation qui sont extrêmement faibles. Hein. On est sur des marchés où les taux de bancarisation sont inférieurs à 20%. Dans certains pays, c'est entre 5 et 8%. Donc ça veut dire absence de carte bancaire. Donc les gens n'ont pas de carte bancaire. Donc aujourd'hui, nous, on apporte en Europe, aux États-Unis, de la bonification sur des services qui sont déjà très avec un très bon usage. On a beaucoup de choses à repenser et on utilise en fait les nouvelles technologies pour pouvoir faire des pas technologiques forts et mettre entre les mains de personnes qui ont vraiment besoin des solutions qui facilitent leur quotidien. Donc j'étais venu juste pour parler finalement des analphabètes et puis je vais parler en fait des analphabètes et puis des Africains. En fait, c'est ça, la finance durable, quelque part, c'est de se dire que via les paiements, on va permettre à une population de plus en plus large de ne pas être exclue et de pouvoir, par cette petite porte, accéder à d'autres solutions et à d'autres produits. Alors du coup, quand on dit exclusion, ça pose quand même un souci, notamment pour les banques, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'on peut faire de la finance durable et être rentable ? Et si oui, est-ce qu'il existe un bon business model ? Xavier, est-ce que je peux vous laisser commencer à débattre sur le sujet ? Je vais répondre oui déjà. Là-dessus, je vais vous donner mon point de vue, hein, exactement ce qu'on a pu faire sur la partie vraiment durable. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas obligatoirement une rentabilité sur tous les sujets, hein, surtout pour une banque sociétale. À un moment donné, il y a des produits qu'on met à disposition de personnes au même titre qu'on pourrait le donner, comme on le voit, hein, sur les déficients visuels ou autres. On donne à destination comme si on pouvait le donner à une personne non déficiente. On ne peut pas obligatoirement dire à un instant T qu'on peut obligatoirement augmenter les tarifications, des choses dans ce style. Donc on arrive obligatoirement à des produits qui peuvent être ne pas rentables du tout. Et donc le but du jeu, c'est bien de dire la banque en tant que telle a un devoir aussi de faire évoluer, la société, et aussi l'environnement dans lequel elle intervient. Et c'est vraiment ça, l'enjeu sociétal que peut avoir justement les banques, les grandes banques sur le sujet. Oui, donc on est bien dans une notion d'écosystème quelque part et de complémentarité. Ah mais complètement. Ah ouais. C'est bon à entendre en tout cas, et c'est des forces de rappel de se dire que la banque, c'est aussi la banque au quotidien et qu'elle a toute son importance à jouer dans le développement sociétal et environnemental et pas uniquement en termes de rentabilité. Alors à ce propos, je vais rebondir. On a lu il y a quelques jours un joli article et des retours de la CPR pointant du doigt des problèmes de rentabilité ou en tout cas de business plan un peu optimiste de la part des fintech. Mais certains cas étaient cités en contre-exemple, dont Nickel. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur comment vous avez réussi à être rentable, autonome et quel est le bon business model pour faire ça ? Oui. Déjà, nous, on est rentable depuis 3 ans, ce qui peut paraître un peu paradoxal d'ailleurs de prime abord. Quand on dit compte pour tous, on ne s'attend pas forcément à ce qu'on soit rentable. Mais on l'est pour 2 raisons. L'équation est assez simple, c'est que d'une, on a des revenus, et de 2, on dépense pas trop d'argent. Sur la partie revenus, en fait, dès le début, on a été payant. Donc on ne s'est pas inscrit dans une logique de gratuité en disant voilà, en fait c'est normal de payer pour un produit. L'important, c'est un peu comme un stylo bic, quoi, où on se dit voilà, c'est pas cher, c'est un produit de qualité et c'est normal de le payer. Donc voilà, donc on s'est vraiment inscrit dans cette logique. Nickel, ça coûte 20 € plus un certain, donc qui est la cotisation annuelle
plus un certain nombre de frais à l'acte. Donc c'est-à-dire que ce qui nous coûte, on le refacture au client. Donc si on dépose des espèces, par exemple, chez le buraliste, on refacture 2%. Voilà, donc on a tous cette logique de coût, de coût maîtrisé aussi, mais donc de tarification la plus transparente possible. Donc on a quelques lignes sur notre site qui expliquent tous ces coûts qui sont refacturés aux clients. Voilà. Donc on a vraiment cette espèce de logique de transparence et surtout un truc qui est hyper important pour nous, qui est l'universalité en termes de prix. On est parfois un peu déçu de ce qu'on peut voir dans le secteur où on se dit bah tiens, on a un peu d'argent et on arrive à négocier les coûts auprès de sa banque. Voilà, nous on a vraiment ce truc très 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 en nous de se dire en fait tout le monde doit payer le même prix pour le même service. Ça nous paraît très logique et donc du coup il y a ces 20 € qui sont un prix pour tous. Voilà. Donc on gagne un petit peu d'argent et on fait attention à ne pas en dépenser beaucoup. On n'en dépense pas beaucoup parce on fonctionne donc avec les buralistes. Donc on a un système de coûts qui rémunèrent les buralistes pour les actions qu'ils font. Donc on n'a pas forcément beaucoup de coûts fixes. Et une seconde grosse différence, c'est que nos coûts d'acquisition sont très très faibles. Je sens qu'il y a une question en préparation. Nos coûts d'acquisition sont très faibles parce qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. En fait, il y a à peu près 55% des gens qui viennent chez Nickel qui viennent via du bouche à oreille. Et du coup, on s'inscrit dans une spirale qui est assez positive où pour avoir de nouveaux clients, il faut que ceux qui sont aujourd'hui avec nous soient contents. Donc on suit très près des critères, donc tout ce qu'on appelle des Net Promoter Score, donc NPS, où on a un NPS très élevé, des taux de satisfaction, etc. Et en fait, voilà, cette maîtrise des coûts liés à l'acquisition, grâce au fait que les gens soient heureux chez Nickel, contribue à maintenir un équilibre et donc du coup même à être rentable depuis quelques années. Donc voilà, donc des revenus avec un prix assez raisonnable, qui d'ailleurs n'a pas augmenté depuis 8 ans, et puis des coûts qui sont bien gérés, font qu'on arrive à être à l'équilibre, et même plus qu'à l'équilibre d'ailleurs, parce qu'on arrive à autofinancer tout notre développement. Donc on est en train de travailler sur notre développement à l'international, et tout ça est complètement autofinancé justement sur notre activité. Très bien. Donc, ce qui revient à dire quelque part qu'un service gratuit n'a pas forcément de valeur pour le client. Et ce qui est important, finalement, c'est le juste prix, ou en tout cas d'être capable de délivrer un service qui a très forte valeur ajoutée pour le client. Ce qui est un peu, dans votre cas, le service d'une carte qui permet de répondre à un type de besoin bien particulier et de continuer à le facturer. Tout à fait. Alors justement, dans la démarche de Hensom, pour rebondir à ce que disait sur Nickel, c'est qu'il veut y avoir un tarif qui soit universel pour tous. Et justement, c'est un peu la démarche de Hensom. C'est aussi de dire, quand on a présenté le produit à Crédit Agricole, de faire en sorte aussi que ce produit soit vendu un petit peu au même prix finalement au client final à terme qu'une carte classique. Derrière, nous, notre sujet de Hensom aussi va aussi pouvoir, à d'autres termes, aujourd'hui on voit les banques qui ont tendance à faire baisser les prix de la carte face à la concurrence de la FinTech. Peut-être qu'avec la carte Hensom, si jamais elle est distribuée après à un plus large panel que les personnes en situation de handicap, va pouvoir permettre de maintenir aussi un certain prix finalement de marché avec cette carte-là pour ralentir le fait de tendre vers la carte à zéro. Donc voilà un petit peu notre vision qu'on peut avoir aussi avec Hensom quand on développe des produits innovants pour la population des personnes en situation de handicap. Bien, merci pour ce retour. Olivier, côté Uniskip, comment vous avez répondu à cette problématique de rentabilité ou essayé de trouver une solution, un business économique, un business model qui soit rentable en tout cas? Alors, tout d'abord, Uniskip, c'est un porte-monnaie électronique. Un porte-monnaie électronique qui permet d'intégrer beaucoup d'interopérabilité, ce qui est important dans les secteurs sur lesquels nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes présents à Haïti, nous sommes présents en zone Caraïbe, nous sommes présents à Abidjan, Côte d'Ivoire, au Mali, Bamako, Kinshasa, RDC. Nous arrivons au Congo-Brazzaville et au Rwanda. Je reviens du Rwanda, là. Et nous sommes en train de finaliser le légal pour Casablanca. Dans tous ces territoires, le taux de bancarisation est faible et les acteurs de mobile money, donc les telcos, les télécoms qui proposent des porte-monnaies sont extrêmement importants et ça entraîne énormément de problématiques. Pour avoir de la rentabilité, il fallait dans un premier temps qu'on soit utile, donc en fait qu'on réponde à un besoin.
qu'on arrive à résoudre une problématique. Et les problématiques qu'on a essayé de résoudre sont nombreuses. On a d'abord travaillé pendant 2 ans avec 2000 femmes analphabètes agricultrices, 2000 femmes analphabètes agricultrices sur 5 pays. C'était important parce que elles sont nombreuses, elles gèrent à la fois le travail au quotidien, elles gèrent les enfants, elles gèrent... et donc c'était important pour nous de travailler avec elles et d'avoir une expérience utilisateur qui convienne et qui soit en adéquation avec leurs problématiques. Et en même temps, on s'est rendu compte qu'en faisant ça, on arrivait à vulgariser le fonctionnement, l'utilisation, mais on a parallèlement travaillé aussi avec des classes moyennes et des classes supérieures, nous permettant d'avoir un service qui soit un service universel. Et c'est en rendant le service universel, donc en faisant en sorte que la même solution soit utilisable à la fois par celui qui ne sait pas lire et celui qui a 2 Porsche, parce qu'on a un range dans les pays en voie de développement qui est extrêmement grand. L'idée, c'était de répondre à une problématique et d'essayer de couvrir en fait un spectre extrêmement large. Donc, les éléments de rentabilité qui nous ont été demandés d'ailleurs par les acteurs bancaires, on est accompagné par le Crédit Agricole également. Les acteurs en fait qui s'approchent de nous nous ont demandé et nous ont accompagnés très tôt justement pour formaliser quelque part cette démarche de bons pères de famille, de bonnes mères de famille, il faut dire les deux. Et c'est comme ça finalement qu'on arrive à avoir de la lisibilité sur notre capacité à être rentable. Ok, très bien. Et on mesure bien à travers la présentation que vous en avez faite, la partie éducation, le rôle important à l'éducation financière. Elle est primordiale parce que on amène de l'innovation et l'innovation, elle doit être accompagnée. On a une sorte de conduite du changement. Cette conduite du changement, soit on l'impose. Alors il y a une phrase que j'aime bien répéter, c'est si tu ne convaincs pas, ne contrains pas. Alors pour convaincre, il faut rentrer dans un schéma d'éducation. Et ce schéma d'éducation en fait amène doucement le client à adopter. Si tant est que le produit offert soit en adéquation avec une problématique qu'on arrive à résoudre. Ça, c'est comme une variable commune assez forte dans vos 3 offres, c'est le fait de répondre à un besoin bien particulier. On a une offre qui s'est construite sur un besoin et une cible bien spécifique et qui permet en fait d'être très précis. Et c'est parce que l'offre elle est designée pour ce besoin-là qu'elle répond, qu'elle a un succès en fait. C'est bien ça ? C'est ça, je pense que c'est un peu une lapalissade, c'est à partir du moment où on veut entreprendre de toute manière, tout business confondu, il faut qu'on soit en capacité de répondre à une problématique parce que sinon on est dans quelque chose de futile qui va être éphémère et qui permettra pas en fait dans le temps d'avoir une vraie rentabilité. Donc on monte une entreprise, on propose un service, on propose un produit parce que derrière il va y avoir un usage, ça va répondre à une problématique qu'il faut résoudre. Très bien, merci beaucoup. Un autre sujet qu'on voit, qui est une constante dans vos différentes offres, c'est le rôle de l'innovation. Et on sent bien que la maturité, en tout cas l'innovation, elle est prépondérante et que sans elle, c'est compliqué de fournir une offre et en tout cas de faire du sur-mesure. C'est comme un prérequis. Xavier, comment vous voyez, est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée pour faire ce type de paiement inclusif, en tout cas de la finance durable ? Et est-ce qu'il y a des grandes tendances qui semblent se profiler ? Alors, sur les barrières, il ne faut pas oublier, on essaye de balayer 100% on va dire, des clients. 80%, on arrive à très bien le faire au travers des moyens généraux. On a 20% qui, pour moi, sont un peu plus difficiles à atteindre puisqu'ils sont vraiment très fragmentés. Et c'est un peu l'avantage. Je ne vais pas refaire chacun de vous. Vous arrivez vraiment sur un secteur très, très particulier. Et donc, comme c'est hyper fragmenté, il faut adresser quelque part vertical par vertical. Il faut vraiment adresser le sujet. Et ça, en termes d'innovation, nous, justement là-dessus, on s'appuie énormément sur vous, les fintechs, les startups, pour justement mettre en avant ce qu'ils sont capables de faire, travailler avec elles, de façon à voir comment est-ce qu'on peut les intégrer dans nos parcours. C'est ça, ou alors sur certains domaines, on essaye nous-mêmes de le développer, et en essayant par la suite de pouvoir le ramener sur les autres 80% de façon à ce que ça devienne beaucoup plus généraliste et que ça puisse être intéressant, et que ça puisse marcher encore mieux avec beaucoup plus de services.
Olivier, de votre côté, et quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes heurté quand vous avez essayé d'implémenter? Alors, on voit que maintenant, vous êtes dans de nombreux pays, mais quelle est la principale difficulté et est-ce qu'il y a un critère commun? Des difficultés, il y en a beaucoup. Alors, il va falloir que je réfléchisse par laquelle je démarre. Non, en étant plus sérieux, ce qui est véritablement difficile, c'est de casser les codes. C'est-à-dire que l'écosystème, quand il est présent, les clients, les partenaires ont des habitudes. Et quand on arrive avec de l'innovation, quand on arrive avec quelque chose qui se veut un peu disruptif, on est heurté en fait à une absence de référentiel. Une absence de référentiel chez les acteurs, une absence de référentiel chez les clients. Et donc, il faut réussir à ancrer, poser, créer de la confiance, un produit, un service, des avantages, des caractéristiques, des bénéfices. Et ça, c'est difficile parce qu'il faut réussir à parler de la bonne manière aux bonnes personnes. Une fois qu'on a passé ce cap, tout devient véritablement plus simple et on arrive à trouver une sorte de mode de discours, parce que c'est vraiment ça, un mode de discours qui permet de présenter les choses de manière un peu plus universelle, ce qu'on ne fait pas vraiment au démarrage. Nous, on a eu du mal au début à passer de pays en pays parce que quand on passe d'un pays à un autre, au final, on se retrouve avec les mêmes problématiques, mais on a des cultures différentes. Et souvent, le poids de la culture est plus fort que tout le reste. Et donc, on a essayé de gommer les schémas culturels pour essayer de trouver un discours qui soit compatible, quelle que soit la culture, et en s'orientant sur le problème finalement qu'on essaye de résoudre. Et au final, on en revient avec la notion d'utilité dont on parlait tout à l'heure. Hein. Si véritablement on se tourne et on est extrêmement pragmatique et qu'on se concentre sur ces éléments de réponse à une problématique, derrière, en fait, on arrive à gommer tout doucement toutes les difficultés qu'on rencontre sur les marchés et avec les différents acteurs. Et ça, je pense que c'est vraiment la partie la plus difficile à passer, quoi. Je vois que Julien acquiesce. Tu as rencontré les mêmes difficultés? Alors oui, on peut rencontrer un petit peu les mêmes typologies de difficultés par rapport à la culture. Et en effet, quand on a essayé d'innover, nous, sur la solution de paiement, on s'est retrouvé confronté finalement pour les déficients visuels exactement à la même typologie que quand on avait demandé qu'est-ce qu'il fallait de mieux pour aller plus vite à l'époque des chevaux, où ils disaient il en faut 3 plutôt que 2, ou il en faut 4, et puis finalement ils ont inventé la voiture. Et en fait, les déficients visuels n'étaient pas encore prêts finalement à avoir une solution de paiement vocal avec la vocalisation par rapport à ce qui se passait sur le TPE au départ. C'est vraiment quelque chose qu'il a fallu casser au niveau de leur propre culture, parce qu'ils ont une culture en fait de on va essayer de faire par nous-mêmes, on va se débrouiller par rapport à ce qui existe aujourd'hui et ainsi de suite. Et du coup, il fallait qu'on arrive à casser cette barrière-là ils ont l'habitude de se débrouiller par eux-mêmes ou d'être aidés pour essayer d'après de concevoir et de brainstormiser sur une solution innovante. Et donc, les barrières culturelles, en effet, alors que ce soit par rapport à différents pays ou par rapport à la culture du handicap, puisque c'est une forme de culture, et bien du coup, c'est un frein qui aurait pu être identifié. Non, mais c'était hyper intéressant parce que quand Julien est venu, habituellement, toutes ces solutions qu'on avait justement sur les personnes en déficience visuelle, on travaillait toujours sur le terminal de paiement. Pourquoi ? Parce qu'on partait du principe que d'entrée de jeu, les déficients visuels, ils allaient entendre obligatoirement ce qui se dit sur le terminal sans changer le principe de la carte ni quoi que ce soit. Julien, quand il est arrivé, qu'il avait déjà interrogé tous les déficients visuels, qu'est-ce qu'ils utilisaient, il a dit c'est très simple. Déjà, principalement, ils ont tous un truc avec des pommes, principalement. Après, deuxièmement, ils ont aussi des oreillettes pour permettre d'entendre ce que dit en permanence le smartphone, parce que c'est lui qui vocalise tout. Donc, il a changé complètement le paradigme en disant « j'écoute ce que disent les clients, je comprends le handicap et je réponds à ce handicap ». Alors qu'à chaque fois, toutes les initiatives, ça fait quelques années que je fais un peu de paiement, toutes les initiatives qu'il y avait eu sur le sujet étaient tous plus orientées sur le terminal, alors qu'en définitive, ils
Ils ne l'utilisaient jamais, puisque ça n'apportait rien pour eux. Encore une fois, on voit l'importance de l'expérience client et du client au cœur du sujet, et de tenir compte soit de son handicap ou de sa problématique sociale pour ne pas l'exclure justement. Alors c'est en ça qu'on peut avoir des définitions un peu différentes de la finance durable et inclusive. Dans le cas de Nickel, est-ce que vous avez été confronté à des difficultés et quels sont pour vous les prochains challenges en fait? Bah oui, comme tout le monde, on a eu pas mal de difficultés. Peut-être avant de répondre à cette question sur la question qui était à Xavier sur l'innovation. Nous, on a aussi un peu on aime bien le concept d'innovation utile. Et c'est vrai que dès le début, on a essayé justement d'être inclusif de par plein d'innovations qui permettent à tout le monde d'avoir accès à un compte courant classique. Voilà, donc c'est à la fois en ayant la dernière application qui marche bien sur la marque à la pomme ou autre, comme vous disiez, mais c'est à la fois le système de SMS banking. Dernièrement, on a permis l'encaissement de chèques. Alors, c'est pas non plus l'innovation la plus excitante d'une fintech, mais techniquement, c'était pas évident et c'était quelque chose que nous demandaient nos clients de manière récurrente. Donc, on s'est concentré là-dessus et on a lancé ça, quoi. Donc voilà. Donc nous, c'est vrai que on aime bien l'innovation en général, mais on fait très très attention à ce que l'innovation soit inclusive et qu'elle permette au plus grand nombre d'avoir accès à un compte courant. Et du coup, ça me permet de rebondir sur la question peut-être un peu est-ce que nous, on a une approche qui est très universelle. Est-ce que peut-être c'est contradictoire par rapport à une approche plus ciblée? Moi, je pense pas du tout. Je pense que c'est très complémentaire. Nous, on a une approche extrêmement universelle où on dit qu'en fait, il faut avoir une offre adaptée pour tous, qui a très peu évolué dans le temps, qui a un prix assez stable. Voilà, donc ça c'est important pour nous. Et peut-être du coup sur la dernière question qui était un peu quels sont les next steps et les évolutions à venir chez Nickel. Nickel, on a pour objectif de continuer à se développer, donc d'avoir à peu près 4 millions de clients d'ici 2024. Donc c'est des ambitions qui sont assez élevées et qui vont se faire, justement, j'en parlais un peu tout à l'heure, grâce au bouche à oreille. Donc on continue de faire très attention à nos clients actuels. Et on a aussi une ambition qui est assez importante, qui est le développement international. Alors pour le moment, développement international en Europe, et donc on a lancé l'Espagne il y a 1 an, et l'Espagne commence un petit peu à bien prendre d'ailleurs. On a annoncé qu'on lançait le Portugal et la Belgique dans quelques semaines, et on lance l'Allemagne en 2023. Voilà, donc ça nous fait pas mal de pays, et on prévoit d'en lancer 7 plus la France d'ici 2024, en sachant que tout notre développement international est assez lourd, parce qu'on n'est pas sur une logique où on traduit un site et puis notre site et puis on dit ça y est, on est disponible dans tel pays. On est dans une logique où on a des équipes sur place, on est dans une logique où on a un réseau de distribution, donc équivalent au Buralist dans les différents pays. On est dans une logique où on a un RIB local, voilà, donc on est sur une internationalisation assez lourde que d'ailleurs il faut financer, et comme je disais tout à l'heure, on est rentable et donc on autofinance tout ce développement. Oui, puis j'imagine que c'est du temps pour négocier aussi le bon réseau, hein, le temps de le mettre, le network en place, parce que du coup, c'est des vrais partenaires pour vous. Oui, tout à fait. C'est exactement la même logique que chez Buralist. J'étais la semaine dernière en Belgique. En Belgique, c'est un réseau de libraires. Et donc voilà. Donc c'est pas tout à fait les libraires comme on pourrait s'y attendre. C'est des libraires où il y a pas mal de magazines, il y a aussi la vente de tabac, etc. Donc c'est assez proche en fait de ce qu'on peut connaître chez les Buralistes. Mais toujours avec cette logique à la fois de diversification, de besoin de diversification, qui fait que voilà, il y a de l'intérêt à proposer d'autres services dont Nickel fait partie. Et puis à la fois ce côté réseau de proximité. Donc réseau à côté où voilà, c'est pas difficile de rentrer chez un buraliste de la même manière chez un libraire, c'est la même chose. Ça peut être un peu moins impressionnant que de rentrer dans une agence par exemple bancaire où on peut avoir un SaaS, etc. Donc voilà, c'est un peu toute cette logique de réseau de proximité où les choses se font facilement, où il y a un peu de flux, et voilà. Donc même logique que pour les buralistes en France, et en effet à chaque fois on signe un partenariat avec un réseau de distribution dans tous les pays où on s'implante. Très bien. Donc, dans votre cas, c'est vraiment une logique de développement par l'internationalisation, d'en fait, de rendre cette offre à un plus grand nombre possible pour lutter contre l'exclusion financière, en fait. Tout à fait. Ok. Donc, je pense. Est-ce que vous avez d'autres sujets que vous souhaitiez aborder? D'autres points complémentaires? Je voudrais juste ajouter une chose. On parlait de problèmes, et donc j'en ai choisi un.
Quand on a commencé à faire les études et qu'on a peaufiné un petit peu l'offre, on a recruté massivement en fait sur le continent africain, et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui étaient manquantes. On parlait du TPE tout à l'heure. Quand on va dans un restaurant, alors par exemple si on prend la Côte d'Ivoire, on a des petits restaurants qui s'appellent des maquis. Quand on arrive en bon français et qu'on se pose dans un maquis et qu'on veut payer et qu'on veut sortir sa carte bancaire à la fin, il y a 99,9% de chances qu'il n'y ait pas de TPE. Et puis quand on va trouver un TPE, il y a 100% de chances qu'il ne soit pas NFC. Donc notre habitude de prendre notre carte et puis de l'approcher du terminal, ça ne va pas fonctionner. Donc on a essayé vraiment de travailler à mettre en place des solutions grâce à la technologie permettant de faire en sorte que ces actes sociétaux-là qu'on a pris l'habitude de faire et qui ont été largement accélérés avec la phase Covid, de prendre sa carte bancaire et d'approcher un TPE, soit possible entre deux smartphones, un smartphone qui devient un TPE pour le commerçant et un smartphone qui devient finalement la carte bancaire, mais sans technologie NFC trop compliquée pour que l'accessibilité du smartphone soit aussi possible. Donc on est aussi contraint de trouver des solutions techniques, des solutions en termes d'équipement qui soient simples à mettre en œuvre et qui ne soient pas aussi des barrières à l'entrée à un modèle, à une offre qui serait acceptée et finalement avec énormément de friction à cause de la partie équipement. Donc ça c'est un frein, mais qui a été, je pense, anticipé suffisamment tôt parce qu'on a eu la chance. On est présent, hein. Moi je passe 99% de mon temps sur le territoire africain, zone Caraïbes. Je suis venu là pour... voilà, c'est l'exotisme pour moi d'arriver à Paris. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de regarder un petit peu ces schémas dans tout le côté 360 degrés qu'ils peuvent avoir, parce que c'est des aventures qui sont passionnantes. Et puis après, vu qu'on répond à des problématiques réelles, on a tout de suite l'émotion qui revient, on a tout de suite le résultat, et c'est vrai que c'est extrêmement plaisant. Merci beaucoup pour le témoignage. Alors, on va avoir le temps de prendre quelques questions, mais simplement pour conclure, j'ai beaucoup apprécié préparer la table ronde parce qu'on voit la complémentarité entre les acteurs et comment on peut adresser ce problème de finance durable, cette thématique plutôt de finance durable, et comment on peut construire un écosystème. Il n'y a pas une vraie réponse avec une vraie solution. Il y a un ensemble de solutions qui répondent à des environnements et à des problématiques différentes. Et c'est comme ça qu'on arrivera à couvrir en fait les fameux 20% qui sont un peu compliqués, en réussissant step by step à avoir un écosystème complémentaire et pas concurrentiel en fait. Voilà, je vois qu'il y a une question dans la salle. Oui, bonjour, Constantin Etot, PKH, de la société PKH. En fait, je voulais deux questions par rapport à la question de paiement par carte. Est-ce que vous avez intégré c'est à toi. Est-ce que tu as intégré la solution de paiement par paiement digital pour que les sourds et malentendants puissent aussi entendre? Et la deuxième question, c'est aussi par rapport, tu dis que tu es dans plusieurs pays africains. Comment ça se passe par rapport aux agréments? Parce que sachant que quand tu es par exemple à la zone UMOA, l'agrément est différent par rapport à la zone CEMAC ou bien par rapport au Nigeria, comment tu as pu gérer ça? Il faut dire que la question est un peu orientée parce qu'il se trouve confronté à la difficulté. Mais peut-être tu peux présenter pour mieux comprendre le... Oui, en fait, j'essaie de mettre aussi des solutions de paiement bancaire sur la zone pour pouvoir faire du transfert d'argent entre l'Afrique dans ce corridor que justement ici en France on néglige. Bon, je vais répondre en premier. Alors, c'est un autre problème, le côté légal. Vu qu'aujourd'hui, on souhaite avoir un développement fort, rapide, nous signons des partenariats. Donc, nous avons des contrats d'exploitation de licences de tiers. Ce qui fait que dans chaque zone dans laquelle nous allons, nous avons une signature de contrat pour avoir la possibilité d'émettre de la monnaie électronique et un autre pour avoir la possibilité de faire de la microfinance. Et donc dans chaque zone dans laquelle nous allons, la première étape est cette étape de contractualisation avec des tiers.
La première a été la plus difficile, hein. C'était quand on est arrivé sur la zone UMOA, Afrique de l'Ouest. Mais à partir du moment où on a eu ce premier contrat d'agent et puis les retours d'expérience, les éléments de reporting également avec la Banque centrale, hein, permettant de montrer le spectre de nos possibilités en termes de transparence, de traçabilité, il a été plutôt simple d'aller chercher le légal dans les autres pays. Là, je reviens du Rwanda, expérience extraordinaire. Quand je dis extraordinaire, je pense que c'est l'expérience de ma vie. J'ai passé quelques jours au Rwanda, j'y retourne la semaine prochaine, parce que on a des schémas justement de rigueur, de traçabilité qui sont extrêmement forts et qui permettent. Donc j'ai rencontré beaucoup de sociétés d'Europe du Nord, des Suédois qui s'implantent. Alors c'est quelque chose qu'on voit rarement, hein, sur le continent africain, mais là en fait il y a un terrain qui est propice finalement, je pense au démarrage d'une activité qui est déjà ancrée en Europe, aux États-Unis, pour après rayonner sur l'ensemble du territoire. Et le légal en fait est extrêmement bien structuré pour pouvoir s'implanter. Alors moi je vais essayer de répondre à la question. Est-ce que c'est bien sourd et malentendant la question ou déficient visuel notre cible actuelle? Oui, votre cible La cible à question, voilà, oui, puisque sourds et malentendants, en fait, l'oralisation ne va pas forcément apporter grand-chose pour les sourds et malentendants, sauf que, puisqu'on est connecté aussi aux prothèses auditives, moi je porte des prothèses, et donc en fait l'oralisation va directement dans les prothèses. Concernant les paiements digitaux, donc via le téléphone portable, pour pouvoir payer et rendre accessibles ces moyens de paiement aux paiements digitaux, il faut tout simplement qu'il y ait une oralisation en plusieurs étapes, et donc de présenter d'abord le téléphone dans un premier temps, pour informer le montant avant de pouvoir retaper le téléphone au moment de la confirmation du paiement. Après, il peut y avoir d'autres solutions. Je laisse Xavier, il se prépare avec son micro pour pouvoir aller sur le sujet. Je n'ai pas besoin de le voir, je le sais d'avance. Donc voilà, il y a plusieurs cas d'usage possibles, il y a plusieurs façons de l'approcher, il y a plusieurs méthodes aussi de le faire. Il n'y en a pas une seule, et donc voilà, je viens d'en donner une. Xavier va peut-être en donner une autre. Oui, c'est en définitive avec le paiement mobile ou des choses dans ce style, on est bien sur ce qu'on appelle le tap-pin-tap, d'accord, qui est fait par la pomme, qui est d'entrée de jeu. On n'a pas de message qui remonte, on fait d'entrée de jeu le paiement et l'authentification dans le même geste. Donc le paiement a lieu, mais la personne n'a pas l'information. Donc on a sur notre application bancaire standard, plutôt sur le système Android, on a bien d'abord je pose mon téléphone, ce qui s'appelle vraiment je le tape, et après derrière on remonte l'information du montant, et après derrière la personne fait son authentification et repose son téléphone une fois qu'elle a pu valider le montant, ce qu'on appelle le dernier PIN tap. Dans le cadre d'un paiement, et c'est là où on a encore un peu de taf avec Julien, c'est que dans le cadre d'un paiement sans contact avec une carte, vous ne validez pas le montant. Et là, on a un peu de taf, c'est justement comment est-ce qu'on va faire le sans contact pour la suite à destination de nos clients pour qu'ils aient bien cette première information, faire comme le tap-pin-tap d'un smartphone, mais sur une carte pour le sans contact, pour être tranquille. Et pour compléter ce que disait Xavier sur l'autre application qui fonctionne sur Android, il faut savoir que la population de déficients visuels est essentiellement sur la pomme, pour 78% d'entre eux. C'est la raison pour laquelle en fait, la solution Android se développe un peu moins pour cette solution-là. Je ne sais pas si Julien a apporté son matériel, mais je vous invite à lui demander une démonstration. C'est très parlant pour l'avoir vu. J'ai une vidéo. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Oui. Sylvie Diakité, Crédit Conseil. Pour Unisquip, c'est ça? C'est Unisquip, hein, la société. Hein? Oui. Donc j'aimerais savoir comment vous faites avec la population analphabète, comment ils se débrouillent avec votre solution? Alors c'est une bonne question, merci de me la poser. Nous avons découpé notre application avec deux couleurs. Une couleur orange quand on veut faire sortir de l'argent du porte-monnaie, une couleur bleue quand on veut faire rentrer de l'argent dans le porte-monnaie. Et on a appliqué une symétrie des transactions. Donc on peut alimenter son porte-monnaie de n'importe quelle manière et sortir de l'argent de n'importe quelle manière, vers un compte bancaire, vers une carte bancaire, vers un autre Uniskipper, parce que
Nos clients sont des Uniskippers. Et après, on a développé une messagerie à l'intérieur de l'application. Si déjà cette solution est trop compliquée, on s'est dit, tout le monde sait utiliser WhatsApp, pour ne pas les nommer. Donc on a développé notre messagerie à l'intérieur de l'application. Et donc, si par exemple, je ne sais vraiment pas lire, vu qu'on a un KYC qui est extrêmement strict, la photo de selfie est comparée, les points du visage avec le document d'identité. Et donc, la personne qui veut envoyer de l'argent va cliquer sur la photo de la personne à qui elle veut envoyer de l'argent. Et à l'intérieur de la messagerie, comme si on voudrait ajouter une pièce jointe, on peut cliquer sur un bouton orange pour envoyer de l'argent, un bouton bleu pour demander de l'argent. Et quand on clique sur le bouton orange, on a tous les billets qui s'affichent. Et si je veux envoyer par exemple 2 billets de 10 000 francs, je clique 2 fois sur 2 billets de 10 000 francs. Et ça envoie ou ça demande si je suis dans l'environnement bleu ou dans l'environnement orange. Donc ça, c'est un travail qui a été fait sur le terrain. C'est un travail qui a été validé justement par ces merveilleuses femmes agricultrices. Alors moi, des intronisations dans les villages, j'en ai beaucoup. Mais ça a été passionnant, en fait, de se rendre compte, finalement, qu'on a fait accoucher cette solution du terrain, des villages. Et aujourd'hui, on a une solution qui est très agile. Et puis celui qui veut envoyer, qui est dans les classes un peu élitistes, on va dire, et qui veut envoyer de l'argent à son chauffeur, il va aller de la même manière sur la messagerie, il va cliquer sur les boutons, et finalement, on se rend compte qu'il y a un côté universel dans la recherche d'inclure ceux qui sont exclus. Et ça, c'est beau, ça s'applaudit. Mais comment ça... Merci. Mais la connexion avec le système bancaire, comment ça se fait? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors on est en marche en fait pour avoir justement une interopérabilité totale. Et donc on travaille avec des acteurs bancaires step by step pour ajouter au fur et à mesure et agréger en fait les banques les unes après les autres. Et on a des partenaires d'ailleurs. Il y a un de nos partenaires, Semoa Group, qui est au fond de la salle, qui lui est au Togo et qui travaille aussi sur qui entre une fintech comme nous et puis et les banques, parce qu'ils maîtrisent justement les rouages et puis chacun fait sa part. C'est petit colibri. D'accord, très bien. Merci. Merci pour ces témoignages très inspirants. J'avais une question pour Nicolas. Comment vous formez et entretenez les buralistes? Comment vous les accompagnez dans ce métier qui est nouveau pour eux? Merci pour la question. Et alors, peut-être une petite précision. Tous les buralistes qui ne distribuent pas Nickel. Donc il y a à peu près 24 500 buralistes en France et il y en a 6 400 qui distribuent Nickel. Et donc l'idée, c'est qu'on a des gens qui travaillent chez Nickel, qui vont voir les buralistes, qui leur présentent l'offre. C'est assez intéressant parce que pour les buralistes, il n'y a aucun coût. Donc on ne leur demande pas un forfait, on ne leur demande pas quoi que ce soit. Ils sont libres évidemment de distribuer Nickel. Ils peuvent, s'ils le veulent, commencer et puis arrêter ici au bout de quelques mois si ça ne leur plaît pas. Enfin voilà, c'est complètement libre. Souvent, ils sont dans une logique où eux, quand on va les voir, il y a une logique de diversification qui est assez forte. Donc en fait, il y a un bénéfice à la fois direct en termes de revenus, parce qu'ils sont rémunérés pour un certain nombre de transactions qui vont être effectuées chez Nickel chez eux, et à la fois un bénéfice indirect parce que ça amène pas mal de monde. J'étais chez un buraliste dans le 17e il y a quelques jours qui me disait j'étais ouvert tard entre 20h et minuit et qui me disait un client sur 2 qui venait dans mon commerce venait pour Nickel. Et puis ensuite prenez éventuellement un verre derrière ou autre chose, quoi. Donc voilà, donc il y a ce bénéfice indirect qui est aussi assez important. Il y a un point assez important aussi, c'est qu'on a chaque buraliste, donc une fois qu'il nous dit ça m'intéresse de distribuer Nickel, on prépare un dossier avec lui, dossier qui est envoyé à la CPR, donc au régulateur, voilà, rattaché à la Banque de France, et au terme de 2 mois, la Banque de France, donc la CPR nous dit c'est bon ou c'est pas bon, et puis cette personne commence à distribuer Nickel. Voilà. Mais vous les formez à la banque
banque ou pas du tout? Et on les forme, oui. Alors, ils ont une espèce de passage obligé avec des formations évidemment contre le blanchiment, enfin voilà, tous ces sujets importants, donc des formations en ligne. Et puis, on les accompagne au début, les premiers jours. On passe une demi-journée avec eux pour faire les premières transactions, etc. On repasse régulièrement. Voilà, donc on a toute une équipe évidemment qui travaille sur toute l'animation du réseau. Donc 6400 personnes, ça commence à faire pas mal de monde. Voilà. Et puis, voilà. Et ouais. Ouais, sur les. Donc il y avait une question, peut-être je la répète parce que je ne sais pas si tout le monde vous a entendu, mais c'était sur les fonds chez les buralistes, comment est-ce que c'est géré et sécurisé. Donc chez Nickel, en fait, il y a la possibilité à la fois de déposer des espèces chez le buraliste et à la fois d'en retirer. Donc on peut retirer de l'argent dans un distributeur à billets classique et chez le buraliste. Voilà, donc les choses se régulent en sachant qu'en fait le fonctionnement et les espèces rentrent dans le tiroir caisse du buraliste donc de manière classique et donc c'est géré par lui de manière complètement autonome. On n'a pas de spécificité, ça rentre en fait quand quelqu'un vient déposer des espèces, la personne arrive, dit bah voilà, je voudrais déposer 20 €, le buraliste prend les 20 €, les met dans son tiroir caisse et automatiquement le compte du client est crédité et donc la personne ressort instantanément avec ces 20 € crédités sur son compte. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez vu que vos clients sont des clients qui n'auraient pas été bankable? Alors, c'est une bonne question parce que du coup, ça permet de rebondir un peu sur ce dont on parlait, sur l'université. Oui, sur l'inclusion aussi. Et sur l'inclusion, souvent on décrit un peu nos clients. On dit qu'on a un tiers de personnes qui sont fâchés avec leur banque. Donc ça va, fâchés avec leur banque, il y a un peu un curseur de interdit bancaire à un mauvais passe avec sa banque. On a un tiers des utilisateurs qui viennent chez Nickel plutôt parce que le coût est inférieur à un certain nombre d'autres offres. Et un tiers d'utilisateurs qui sont plutôt sur des usages secondaires. Et donc qui vont utiliser Nickel plutôt pour payer sur Internet ou pour voyager, donc avec un usage secondaire. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de diversité, à la fois des personnes qui, comme vous dites, sont un peu moins bankable, et puis à la fois des gens qui peuvent avoir des usages secondaires du compte, et c'est peut-être du coup plus proche d'autres fintech ou d'autres néobanques en termes de clientèle. Voilà. Et cette diversité en termes d'utilisateurs fait que, évidemment, nous, on a une diversité en termes de canaux d'échange, donc à la fois sur l'app dont on parlait tout à l'heure, sur les systèmes de SMS banking, sur la proximité avec le buraliste, le fait d'avoir un service client qu'on peut joindre par téléphone. Voilà, tous ces différents canaux d'échange qui permettent justement d'adresser les besoins de tout le monde. Bonjour, merci beaucoup pour cette table ronde. J'ai une question pour Handsome et Uniskip. On a abordé très succinctement la problématique de l'acquisition. Alors, on est d'accord qu'il y a un vrai besoin, mais il y a quand même un sujet qui est l'acquisition sur vos plateformes. Un exemple concret, qu'on sache qu'on ait la grecque de français ou pas, en fait, les CGU, il n'y a pratiquement personne qui les lit. Même si on a une bonne UX, c'est quand même important d'informer les utilisateurs des conditions d'utilisation, ces choses-là. Et en fait, comment on fait pour, toucher le public pour qu'ils arrivent sur vos plateformes, et deux, comment on fait pour les informer de manière la plus lisible possible des conditions générales d'utilisation ou ces choses-là? Il me laisse toujours répondre. Ouais, désolé, j'ai utilisé le mot lisible, j'avais pas d'autres mots. Mais compréhensible, du coup, compréhensible. Ouais. Alors, c'est une très bonne question. Ça me permet de continuer à réfléchir. Non, c'est une très bonne question. Je vais prendre, par exemple, l'exemple de la Côte d'Ivoire, parce qu'on a vraiment démarré notre phase pilote en Côte d'Ivoire. C'est le premier pays dans lequel on s'est vraiment développé. Aujourd'hui, on a entre 500 et 1500 nouveaux clients par jour. D'accord ? Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a validé notre capacité à recruter des nouveaux clients. Alors, pour recruter de nouveaux clients, vu qu'on est sur des pays en voie de développement, on a fait le choix
d'avoir une action d'acquisition client traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a signé des contrats avec les États dans leur programme de développement pour recruter des jeunes qui ont besoin, qui sont en recherche d'emploi et qui ont des difficultés à trouver l'emploi. Donc, on a fait un partenariat avec les États dans chaque pays, qui nous permet de recruter des jeunes. Donc, en Côte d'Ivoire, par exemple, on s'est engagé, nous, à prendre 1000 jeunes. Au Mali, 1500 jeunes. En République démocratique du Congo, 4500 jeunes. Donc, ces jeunes sont formés. D'accord, on les reprend de zéro, quel que soit leur niveau de formation, on reprend leur formation de zéro. Et donc on leur explique comment être dans l'écoute du client, du prospect, on va dire, parce qu'avant c'était un prospect, vu qu'il y a de la lisibilité. Donc du prospect, et on lui présente l'aspect de l'application qui convient à son besoin. D'accord, donc on va se concentrer là-dessus. Ensuite, on a un KYC qui est complètement... Donc un KYC, c'est donc l'ouverture de compte, où on récupère toutes les informations du client, qui est totalement assisté. Ce sont nos chargés d'affaires, nos commerciaux, nos jeunes, qui accompagnent en fait les personnes jusqu'à la... Bon, par contre, on arrive à un moment des conditions générales de vente. Bon, je ne suis pas convaincu que nos jeunes lisent l'ensemble des conditions. Je ne savais pas comment répondre à cette question-là. Oui, non, on peut la passer, celle-là. On peut la passer. Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les conditions générales sont accessibles à cette période-là, à ce moment-là. Et puis après, il y a une signature physique sur le smartphone qui est réalisée par les personnes. Et il est certain que le fait de signer directement sur le smartphone provoque finalement les questions parce qu'on a une phase de stress dans le tunnel qui oblige finalement à être dans le questionnement. Maintenant, le détail des CGU... Oui, non, c'était un peu tatillon. Mais déjà... Merci. Voilà. Non, elle était très bien la question. Elle est très bien la question parce que du coup, on va pouvoir lui vendre une solution. Alors, pour répondre à des questions, la lisibilité des CGU et derrière l'acquisition de notre client tel sur un marché assez niche finalement. La première question sur l'accessibilité des CGU, nous, on travaille avec des déficients visuels, donc du coup, on fait énormément d'oralisation de tout ce qui se passe. Donc, on met des documents qui sont accessibles pour des déficients visuels avec des synthèses vocales telles que VoiceOver pour l'iPhone et donc le concurrent chez Android ou des synthèses vocales qu'on peut avoir sur ordinateur. Il faut savoir qu'il y a deux pendants de PDF accessibles. Il y a le PDF accessible dit actif et il y a le PDF accessible dit passif. Comment je fais la différence et comment je vais expliquer la différence avec un cas concret, c'est que vous allez au restaurant, vous avez la carte du restaurant avec le menu et souvent quand on arrive au restaurant, on va direct en premier lieu, si on a envie de faire la fête, dans les apéros. Ou alors les entrées ou bien la boisson, enfin en fonction de comment on apprête à vouloir avancer dans la soirée ou dans le déjeuner, on regarde la carte de façon différente. Un PDF actif va vous lire le menu, l'adresse, le nom du restaurant, ensuite entrée, toute la liste des entrées, les plats, toute la liste des plats, etc. Le PDF actif va vous permettre, le PDF passif, donc passif, et le PDF actif, lui va vous permettre de dire, bon, finalement, vous voulez entrée, plat, dessert ou boisson. On clique boisson et on a la liste des boissons. Vous voulez des entrées directement, du coup, on va avoir sur la liste des entrées et ainsi de suite. Donc, il y a vraiment un différentiel là-dessus et il faut savoir que dans la population des déficients visuels, ils sont beaucoup plus friands des PDF dits actifs, forcément, parce que c'est un gain de temps. Imaginez-vous si vous deviez lire toute la carte du menu du restaurant et puis finalement vous vous endormez au moment du Coca-Cola zéro ou Coca-Cola nature. Du coup, faut relire toute la carte. C'est un peu chiant. C'est à peu près pareil pour des CGU actifs ou passifs. Donc nous, sur notre application, on a des CGU actifs, oralisables, y compris pour les illettrés. Je dis ça, je dis rien. Ça m'intéresse. Donc voilà. Donc ça, c'est pour répondre un petit peu à l'accessibilité. Comment ?
Oui, bien entendu, ça peut servir à ceux qui savent lire. Nous, notre slogan, c'est d'utiliser son compte les yeux fermés. C'est pas forcément d'utiliser en tant qu'aveugle. Donc voilà, nous, notre objectif, c'est que n'importe qui, que ce soit moi, Xavier, Hélène ou tout autre, on puisse demain utiliser son compte les yeux fermés sans avoir forcément l'acte de lui-même. Enfin bref, ça, on aura le temps d'en reparler plus tard. Et pour après, concernant le marché cible, en fait, il faut savoir qu'en France, et c'est différent dans différents pays d'Europe et encore plus au niveau mondial, c'est que c'est organisé en France par des associations de déficients visuels. Vous avez un certain nombre d'associations qui se partagent, entre guillemets, le marché et qui se font la guerre entre eux en France. C'est très politisé et donc du coup, nous, on a une approche de vouloir travailler d'abord avec des petites associations plutôt que les grosses associations nationales pour faire valider l'aspect technique et l'aspect du besoin au niveau du marché. Donc du coup, ça prend un peu plus de temps pour après remonter petit à petit les strates en fait au niveau des associations. Et on s'était un petit peu inspiré aussi de mon voisin là-bas complètement à gauche qui s'appelle Nickel, du Physical en fait, où en fait demain les associations de déficients visuels pourraient pourquoi pas proposer en fait à leurs propres adhérents de souscrire à l'offre de Ensom dans notre offre de B2C pour qu'ils puissent en fait proposer cette offre-là à leurs adhérents et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu comment on voit les choses. Et après, on s'est rendu compte aussi qu'avec le digital, ils sont très friands de 3 réseaux sociaux, les déficients visuels. Le premier, c'est Facebook. C'était le premier réseau social qui est arrivé sur le marché français. Et donc du coup, ils ont énormément investi pour le rendre accessible pour eux et à trouver des solutions de contournement qui ne font pas aujourd'hui avec Snapchat qui est très visuel, donc c'est compliqué pour eux. Instagram, c'est très visuel, c'est très compliqué pour eux. Donc du coup, ils en ont un deuxième qui s'appelle en fait LinkedIn, mais un peu plus professionnel, et le troisième qui est Twitter. Et donc du coup, sur ces 3 réseaux-là, on peut capter un certain nombre de personnes assez aisément sur la solution de Ensom auprès des cibles déficients visuels. Ça marche, merci beaucoup. Alors, je suis désolée, on doit clôturer la table ronde parce qu'on a un peu dépassé, mais on avait du temps. Mais là, on est time off. Merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de préparer la table ronde et pour tous ces inputs et pour les questions. Merci.